Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club, le podcast de Proactive Academy qui essaye de traiter des sujets qui nous concernent aujourd'hui tous les jours dans le management et la gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, on va parler de investing organisation ou d'entreprise libérée. Imaginez dans un monde où des entreprises sans hiérarchie de pouvoir, sans organisation pyramidale, avec des systèmes d'intelligence distribués, sans plan stratégique, budget ou objectif. Non, c'est pas un nouveau livre de science-fiction, c'est la réalité de milliers d'entreprises dans le monde. Et on va essayer d'en parler aujourd'hui avec deux de nos invités, Cathy Gansou de Kaplan et Donatien Mormand de Tekin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, de venir un peu échanger sur le sujet. Alors, j'ai fait une introduction un peu peut-être caricaturale, mais c'est un peu aussi l'objectif de lancer le thème. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux. Cathy, Donatien, qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Expliquez aussi quelle est l'activité de vos entreprises respectives. Cathy, allez, c'est parti. Alors, donc, déjà, merci pour l'invitation. Moi, c'est Cathy Gansou. Je travaille chez Kaplan Media, qui est une entreprise qui fait de la gestion de recettes pour des producteurs de séries et de films. Donc, moi, je suis gestionnaire de recettes junior. J'ai commencé en fin 2020 et c'est mon premier boulot. Voilà. Super. Donatien. Super, donc cofondateur de Tekin, j'ai donc bientôt 40 ans. On a créé Tekin en 2017 et on développe l'OS, l'Operating System collaboratif de la production textile en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connecte de façon digitale l'ensemble des acteurs de la production textile, à savoir les marques de prêt-à-porter, les ateliers de confection, les tisseurs-imprimeurs, et dans le but de produire moins de vêtements et de produire mieux ces vêtements. Voilà, notre motivation, elle est sociale et environnementale. Le levier, il est économique. C'est comment on montre qu'en produisant de façon plus intelligente, on peut gagner plus d'argent en marque tout en ayant un impact social et environnemental majeur. On est une 60aine de personnes aujourd'hui et donc, en effet, ce qui relie une bonne partie de ces personnes, c'est la culture d'entreprise et notre mode d'organisation. Super. Donc, tous les deux, vous travaillez dans une entreprise qui a mis en place un modèle, on va dire, d'entreprise libérée, où on parle aussi d'investing organization. Alors, ce qui est drôle, c'est que, et je l'ai fait un peu exprès, c'est que vous avez un rôle un petit peu différent. Donatien a plutôt un rôle de cofondateur et de leader sur ce modèle-là. On ne peut plus parler de boss dans votre entreprise, mais en tout cas, voilà. Alors que Cathy est en fait en salarié, donc vit le modèle en tant que salarié récemment entre guillemets en poste, ça fait 2 ans. Donc en fait, l'objectif c'était un petit peu de croiser en fait vos regards sur le sujet et permettre à nos éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui de ressentir un peu les deux positionnements. Aujourd'hui, Donatien, qu'est-ce qui a fait que dans cette entreprise que tu as fondée ou cofondée, tu as souhaité, entre guillemets, ne pas reproduire les modèles traditionnels en organisation d'entreprise qu'on voit en école de commerce? Alors, le déclencheur, c'était... donc moi, j'ai fait toute ma carrière dans le solaire photovoltaïque, donc pas du tout dans le textile. J'ai fait 5 ans dans une boîte qui s'appelle Ciel et Terre, dont j'étais le premier salarié. C'est une boîte qui fait 200 personnes maintenant, qui fait du solaire flottant industriel. Et ensuite, je suis parti 5 ans en Afrique, toujours sur du solaire. Et là, j'ai rencontré, en tant qu'intrapreneur chez Engie, une personne qui s'appelle Georges Van Billoen, qui était notre sorte de parrain et qui m'a dit, si tu veux gagner 2 heures dans ta vie, regarde cette vidéo de Frédéric Laloux et lis ce bouquin. Ça a été un déclencheur pour moi parce qu'en effet, je trouve que c'est un bouquin qui résume très très bien beaucoup de choses qui semblent intuitives
qui viennent soit du monde des petites entreprises, soit du monde des grandes entreprises, et qui pour moi résolvaient une partie des situations que j'avais pu voir, de choses qui ne fonctionnaient pas bien, que ce soit dans des grosses boîtes comme Engie, Veolia, ou dans des petites structures. Voilà, la motivation et le cœur de tout ça, c'est de se dire comment on fait en sorte que les salariés soient motivés par leur boulot et que l'entreprise soit une entreprise qui est au service d'une vision et d'une mission qui a un impact. Ça, c'est vraiment le point de départ, le cœur. Et si ça, c'est bien stable et si c'est fondateur de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui déroulent de façon assez naturelle de ce postulat de base. Ça a été vraiment la raison pour laquelle je me suis dit, j'ai envie de créer une boîte pour voir si ces modes d'organisation, en effet, fonctionnent, parce que c'est joli à lire dans des bouquins très romancés, chez Goethe, chez Laloux, etc. Mais comment ça se passe en réalité? Maintenant, après 4-5 ans d'expérience, mon constat aujourd'hui, c'est de se dire, et d'ailleurs, je pense qu'une partie de ces personnes-là qui ont théorisé ces organisations, mon constat est de dire il y a des choses qui sont bonnes, qui sont adaptées à certaines organisations, à certains marchés, à certaines dynamiques d'entreprise, d'autres qui le sont moins. En effet, pour lisser un petit peu la description que tu faisais, il y a des hiérarchies chez nous, il y en a un grand nombre, une grande multiplicité. Elles sont plus ou moins fortes en fonction de la vitesse à laquelle on va. C'est-à-dire que quand on va sur des sujets de façon plus lente et on a le temps, on a besoin d'un petit peu moins de hiérarchie, on peut mettre plus de temps dans la formation. Et à l'inverse, quand on doit aller très très vite ou quand on est en situation de tension. Par exemple, pendant le Covid, on a décidé de faire x8 sur nos capacités de production en construisant 10 machines en l'espace de 6 semaines. Là, on est passé en mode hyper directif, donc pas du tout libéré, parce que la situation l'exigeait et que tout le monde était d'accord avec ça. Voilà, et donc c'est cet équilibre-là qu'on gère au quotidien. C'est pour ça que moi je considère qu'il n'y a pas, ce ne sont pas des modèles sur lesquels il faut prendre, on les applique à la lettre et ça fonctionne. Ce sont juste des inspirations et ces différentes idées qu'on vient piquer à droite et à gauche et qui, accumulées et sommées, font la culture de Tekin. D'accord. On va revenir en fait dans le détail de ces différents éléments et c'est intéressant cette introduction. Cathy, toi en fait, quelle est la définition un peu de l'entreprise libérée? Comment vous l'avez défini, réfléchi en interne? Alors, ça a été mis en place avant que j'arrive en 2018-2019. Je dirais que moi, quand je suis arrivée, surtout en 2021, l'entreprise libérée, ça s'est fait avec une redéfinition du, du rôle du dirigeant. Donc quand je suis arrivée, il y avait déjà le principe de l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on était autonome et autonome sur nos missions. Tout le monde avait le même poste. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est 5 dirigeants inclus. Donc tout le monde avait le même poste et on est assez libre dans ce qu'on fait et assez responsable dans nos missions. Et aussi, ce qu'il y avait quand je suis arrivée, c'était vraiment cette idée de réflexion collective et régulière sur les modes d'organisation et sur le travail, sur le process et ce genre de choses. Donc, c'était comme ça quand je suis arrivée. Et en 2021, il y a eu une redéfinition du rôle du dirigeant où, en gros, de plus en plus, en fait, le but, c'était que le dirigeant soit moins dans l'opérationnel et ne soit plus du tout, en fait, dans l'activité opérationnelle même. Et ça a permis de vraiment ancrer les bases du principe d'entreprise libérée qui a fait qu'en fait, au-delà de cette liberté et de l'autonomie qu'on a, de la responsabilité et des choix qu'on fait, il y a vraiment cette idée que, je sais pas, enfin vraiment, l'opérationnel est entre nos mains et le dirigeant est moins à même il est là pour conseiller et nous accompagner, mais c'est pas lui qui décide. Oui, c'est un peu ce que dit en fait Frédéric Laloux dans les différents éléments. Alors, moi, j'ai pas lu son bouquin, je suis passé par la mode synthèse sur plusieurs de ses conférences qu'il donne et au bout de 2-3 heures de vidéo, j'avais un peu compris le concept et je pense que vous allez nous aider à aller plus loin là-dessus. Lui, il a, entre guillemets, étudié plein de structures organisationnelles et celle qui s'appelle entreprise libérée aussi, et il a relevé
et on va rentrer dans le détail de ces trois-là, 3 points qui ressortent des organisations actuelles. Vous allez me dire si c'est ça ou pas. C'est l'autogouvernance, et donc ça, et pas d'autogestion. Il parle de plénitude aussi, qui est le deuxième point. Et troisième point, la raison d'être évolutive. Et c'est intéressant, Donatien, tout à l'heure, tu as dit que des fois, tu le mettais pas en place. Est-ce que ces trois éléments sont visibles dans vos entreprises respectives? Donatien, par exemple, est-ce que c'est des choses que vous avez réussi à déployer? Alors sur la partie autogouvernance, ce que je disais en intro, c'est qu'en effet, quand on a une structure de 5 personnes, 60 ou 200 ou 5000, ces modes d'organisation sont possibles à mettre en place, mais il y a toujours une question de quel est le temps qu'on peut dédier à la formation des personnes, parce qu'il y a beaucoup de formation qui est liée, que ce soit sur les process de communication, communication non violente, sur les modes de communication, sur les modes de développement aussi. Voilà. Donc ça, c'est quand on était à 10, en effet, on était énormément sur des principes d'autogouvernance. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pans qui restent en effet avec énormément d'autonomie et de capacité pour chacun en effet à être proactif dans les décisions et à prendre des décisions. Ce qui reste fortement chez nous, par exemple, c'est la logique de advice process. Donc, advice process, c'est pour moi un élément fondateur. En tout cas, c'est ce qui reste le plus chez nous de ce que décrit Lalou, c'est à savoir la capacité pour chacun de décider ce qu'il souhaite dans son périmètre de responsabilité, à 2 conditions. La première, c'est qu'il va y voir les gens qui ont une expertise dans le domaine, en interne ou en externe. Et la deuxième chose, c'est qu'il informe les gens qui vont être impactés par cette décision. Donc, je suis agent d'entretien, je travaille avec un balai, je veux investir dans une machine de 5 000 €. J'ai la liberté de le faire, à condition que j'aille voir les gens que ça va impacter, donc essentiellement le directeur financier, les gens qui vont ensuite travailler dans les bureaux, etc. Et les gens qui ont une expertise, donc peut-être s'il y a un ingénieur au sein de la boîte, lui dire qu'est-ce que tu penses de cette machine, et puis aller voir les différents commerciaux et les différentes boîtes. Voilà, donc c'est faire ce travail finalement d'analyse et faire ce travail de communication interne. Mais c'est juste pour rebondir là-dessus, ça veut dire aussi que donc chacun des salariés a conscience du budget de l'entreprise, s'il y a un budget. Oui, on est aujourd'hui, on est sur une transparence des salaires, on est sur une logique de comité de salaire, pareil, qui est évolutif, c'est-à-dire que c'est pas la même façon de s'organiser pour décider des salaires à 10 ou à 60, mais les salaires sont transparents chez nous, et on est aussi transparent sur le budget et sur la façon dont on avance. Voilà, ce qui donne aussi une certaine responsabilité et puis une compréhension forte. Et ça évite d'avoir des incompréhensions fortes pour le coup parfois par rapport à certaines décisions quand la boîte va très bien, que ça se développe et puis qu'on investit, ou à l'inverse quand on est dans une situation où il faut serrer les vis, il faut serrer les boulons et on peut pas faire évoluer les salaires, ou on peut pas faire de primes ou ce genre de choses. D'accord. Donc ça, c'était sur la partie, ce premier point qui est l'autogouvernance avec la liberté de prise de décision de chacun, avec ces 2 principes, qui est de dire d'aller vers de l'expertise et ensuite d'avertir ceux qui seront impactés. Donc j'aimerais pas être le DAF de la société, mais c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire aussi que ça me fait réfléchir à ce que ma blague, en fait, dire, ça se trouve, il n'y a plus de manager, on va dire peut-être opérationnel sur certaines choses, plus de DRH, plus de responsable marketing, plus de DAF peut-être? Alors, si en fait, on a l'impression que justement ces organisations ne sont pas structurées ou pas organisées, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de temps qui est passé sur la définition des postes et sur la définition des responsabilités. En fait, ce qu'on voit dans une organisation, on va dire plutôt pyramidale, c'est simple, c'est que toutes les responsabilités reposent sur le boss. Et puis sur le boss du boss, et puis sur le boss du boss du boss. Là, on est sur quelque chose de, en effet, plus décentralisé, mais qui dit plus décentralisé, dit plus de formalisation des postes. En réalité, si on a une relative hiérarchie aujourd'hui qui s'est fait finalement de façon assez naturelle, et on fait extrêmement attention à ce que il y ait un maximum de décisions qui soient prises le plus possible par les personnes au contact du terrain. Voilà, donc on a des budgets. On se donne des ordres de grandeur de budget, mais on n'est pas sur une logique de se dire moi j'ai un budget de 50 000 €, il faut absolument que je dépense, sinon l'année prochaine je n'aurai pas un budget de 50 000 €. C'est absolument pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de se dire je me suis fixé un budget de 50 000 €, mais on verra bien
je dépense au fur et à mesure, au fil de l'eau, et puis on s'update régulièrement pour rester aussi sur des logiques de fonctionnement agile. D'accord. Cathy, de ton côté, est-ce que cette partie d'autogouvernance, elle y est présente et la logique, on va dire, de prise de décision, elle est dans le même modèle que Donatien? Ouais, c'est exactement, c'est le même modèle. Ensuite, enfin, après, on est moins nombreux, donc c'est assez naturel aussi. Enfin, quand il y a une question qui se pose, quand il y a une décision à prendre, c'est le même principe de device process. Il y a différents, enfin, il y a deux types de décisions. Il y a des décisions bon, qu'on fait, nous, dans notre travail, dans nos missions, où on peut demander à enfin, un collègue ou un autre ou en réunion. Et il y en a d'autres où on va vraiment se poser. Ça peut être enfin, sur les décisions qui impliquent tout le monde, le fait de prendre un nouveau client, le fait d'arrêter une activité. Euh, il y a aussi d'autres décisions qu'on fait avec le principe des cartons rouge, vert, jaune, pour des décisions comme le fait de changer de locaux, euh, sur le recrutement aussi. Mais il y a toujours enfin, il y a toujours comment on dit, Euh, enfin, toujours une demande aux os, quoi, le même principe de device process. Et aussi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Donatien sur les postes, la formalisation des postes. Nous aussi, en fait, ça s'est fait aussi de façon très naturelle. Et aussi avec l'évolution du poste du dirigeant qui a Max de droit, du coup, qui a euh, donné en fait une part bah, de son champ d'activité à l'équipe. Donc, par exemple, sur la comptabilité, enfin le suivi comptable et tout ça, ça s'est fait un peu genre. Enfin, il nous a dit à une réunion, bon, qui veut s'en occuper, qui est-ce que ça intéresse que je forme, et puis après, bah, ce sera cette personne qui s'en occupera, et ça s'est fait comme ça en fait. Donc sur la partie administrative et financière, c'est comme ça. Sur les salaires et les payes, pareil. C'était bah, qui veut s'en occuper, bah voilà, moi ça m'intéresse. Ça s'est fait en fait par intérêt de chaque personne. Et donc naturellement, il y a des postes qui se définissent, mais en fait, nous, comme ça fait. En fait, c'est depuis le début de l'année dernière qu'on est vraiment l'équipe telle qu'elle est. Enfin, on a recruté là il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est un peu là maintenant qu'il y a un nouveau fonctionnement qui s'est mis en place, mais ça évolue au fil des recrutements, des départs et tout ça, quoi. Très bien. Alors, c'est un des points aussi qui est important dans le modèle, c'est un peu qui est le deuxième point, on parle de plénitude, c'est-à-dire d'enlever son masque personnel pour venir, enfin, ce masque professionnel pour venir avec ce qu'on est réellement, ce qu'on représente vraiment. Et automatiquement, ça demande aussi une déconstruction personnelle de sa vision, on va dire, du monde de l'entreprise et de sa gestion, surtout pour un entrepreneur, et qui est plutôt le cas pour Donatien. Comment on met de côté son ego de contrôle, de pouvoir, quand on crée une entreprise et qu'on met en place un modèle où on donne beaucoup plus de liberté de gestion à nos salariés? Alors, peut-être en effet. Donc, déjà sur la plénitude, en effet, on dissocie bien nous ce qui est vie perso de vie pro. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on vient au boulot en étant soi-même que on vient avec sa vie perso au boulot. C'est très important de bien dissocier les deux. Et pour nous, en effet, sont vraiment deux choses différentes. C'est d'un côté la vie pro, de l'autre côté la vie perso. Et ensuite, il y a la capacité pour les personnes à venir au boulot tel qu'elles sont et en effet à ne pas mettre un masque. Je précise bien la différence entre les deux, parce que parfois on peut mixer. Euh, euh, à partir de là, il faut comprendre que quand une personne vient dans un esprit justement de bienveillance forte, et donc finalement fait tomber un certain nombre de barrières qu'on peut avoir dans un milieu professionnel, on rend du coup l'organisation pour moi beaucoup plus efficace parce que les gens viennent tels qu'ils sont et donc du coup ils viennent, ils sont heureux et motivés d'être eux-mêmes. Et ça doit se ressentir. Enfin, on l'a dit plusieurs fois, ça se ressent directement quand on arrive dans la société. Voilà, petit warning cependant, ça demande beaucoup de travail sur la formation et les process de communication.
puisque les personnes, du coup, à partir du moment où je fais tomber de barrière, je suis aussi beaucoup plus vulnérable. Donc, si je suis beaucoup plus vulnérable, il faut que tout le monde soit d'accord au sein de l'entreprise pour être sur les mêmes modes de communication et pour par exemple, on va avoir des logiques d'apprentissage de l'échec ou alors des logiques de communication assez justement assez directes. Par exemple, la CNV, communication non violente, si on n'a pas été formé à l'apprentissage de la CNV, peut être en réalité très violente. Parce qu'on se retrouve avec des personnes en face de nous qui nous disent, bah voilà les faits, voilà mon ressenti, voilà ce que je te propose. Mais ce sont des choses qui, par exemple, peuvent ne pas arriver dans une structure normale et donc ça peut être très violent. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'en effet, on vient en étant en plénitude, les personnes viennent en étant ce qu'elles sont. Elles font tomber ces barrières, c'est plus efficace pour l'organisation, mais ça doit absolument s'accompagner de process de formation, enfin de formation sur les modes de communication, sur la façon dont on interagit. Ça, c'est la première partie de réponse. La deuxième partie sur l'ego du dirigeant, écoute, moi, ce qui est important pour moi et pour Pierre, c'est que la boîte est au service d'une industrie textile qui doit se réinventer, se renouveler, et que pour nous, ce qu'on expérimente, c'est que c'est une façon, c'est pas la meilleure façon. Hein. Il y a plein de modes d'organisation qui sont adaptés à plein de marchés différents, à plein de personnes différentes. Mais en tout cas, pour nous, c'est un mode d'organisation qui nous convient très très bien, qui nous permet de faire avancer l'entreprise au service justement de l'industrie textile, et que c'est un mode d'organisation qui nous convient très très bien parce que c'est très efficace tel qu'on le vit au quotidien. Voilà, on n'a pas spécifiquement d'ego par rapport à ça. On a une communication qui est en effet plutôt j'interviens par exemple de moins en moins en public. Il y en a de plus en plus de personnes de Tekin qui interviennent, un petit peu comme toi, Cathy, c'est bien ça. Parce que, enfin voilà, on se veut avant tout être une somme d'individus et pas juste Donatien et Pierre, les cofondateurs de Tekin. Ouais, donc on n'a pas spécifiquement d'ego par rapport à ça. Alors je dis pas qu'on n'a pas d'ego, hein, mais pour nous ça n'a pas été un problème, ça n'a pas été un sujet. Ce qui était important pour nous, c'est que ce qui est important avant tout, c'est le projet. C'est pas Pierre ou Donatien. C'est le projet, c'est l'équipe. Je comprends. On va revenir dessus tout à l'heure sur un peu les méthodes de communication, parce que moi, ça m'intéresse. Cathy, de ton côté, on va dire le fait de la plénitude et le fait de venir avec, entre guillemets, un non-masque, est-ce que ça, tu le ressens aussi au sein de ton entreprise ou c'est des choses encore à travailler? Si, je le ressens. C'est vrai qu'au début, ça peut être assez flou. On se dit, bah, à quel point est-ce que je peux être moi-même quand même, faut pas se mentir. C'est un cadre professionnel, donc ça paraît assez flou. Mais en fait, ça s'est défini. L'an dernier, on a fait un travail sur en fait, la définition de ce qu'on voulait au travail, un peu nos intentions, en fait, nos envies communes, nos intentions collectives. Et on l'a un peu gravé, entre guillemets, dans le marbre, dans notre charte. C'est un peu, enfin, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est un peu ça la base je dirais, de ce qui constitue notre plénitude, la plénitude de chacun. Et il y a quand même une importance des projets personnels de chacun. Enfin, ça, c'est pris en compte dans le sens où là, on a mis en place la semaine de 4 jours et demi, enfin, et demi, parce qu'on s'est dit qu'une journée en moins, c'était quand même beaucoup, parce qu'on s'est dit que c'était important qu'on ait le temps, en fait, enfin, on a tous, en fait, des envies personnelles, de projets et tout ça, et on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait ce temps-là, en fait, dans la semaine de travail pour les développer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que après, on est aussi moins nombreux. Donc, c'est vrai que ça joue. Il y a plus une connaissance de l'un et l'autre, de comment on fonctionne au niveau personnalité. Donc, on arrive un peu à s'adapter. On a aussi fait le questionnaire MBTI. Ça aussi, ça a été ultra intéressant parce que ça nous a permis un peu de comprendre les façons dont l'un et l'autre avaient de travailler sur l'organisation, sur la façon qu'on a de traiter une question. Il y en a qui sont plus sur les faits, il y en a qui vont être sur l'intuition, enfin, des choses comme ça. Et donc ça a pas mal aidé pour ce côté plénitude.
Et est-ce que tu as ressenti un travail aussi de Max, qui est le dirigeant en fait, hein, enfin le dirigeant, le fondateur de la société, aussi lui personnel autour de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a partagé, les difficultés qu'il rencontrait à laisser la main aux salariés sur de la prise de décision? Bah, en fait, lui, ça paraît assez naturel. Il y a vraiment, j'ai l'impression que, comme Donatien, il n'y a pas de question d'ego, il n'y a pas de question. Enfin, c'est son objectif premier, c'est pas qu'il contrôle ou des choses comme ça, c'est vraiment que la boîte tourne et donc il n'y a pas trop de difficulté pour lui en fait d'incarner ce dirigeant-là en fait. C'est comme si c'était déjà en lui, dans sa personnalité, d'être comme ça. Et c'est un peu pour ça qu'il a fondé la boîte. Donc c'est ultra cohérent. J'espère que ça répond à la question. Oui, oui, pas de problème. Tout à l'heure, Donatien, tu disais, on peut se tutoyer, enfin, c'est vrai que je vous vois tutoie, enfin, je sais plus. Bon, bref, on m'en voulait pas. Le point, c'est quand même un des fondamentaux, c'est quand même la formation en interne des salariés. Tu parlais de formation sur la communication non violente, par exemple. Quelles sont, enfin, les différentes formations que vous avez mis en place pour que ça fonctionne en interne? Alors, déjà, ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Ça fait 9 mois. 9 mois qu'on a mis moins de focus là-dessus parce qu'on a été extrêmement pris par l'opérationnel et simplement par le day-to-day. Voilà, dans un contexte de forte croissance aussi, on est passé de 40 à 60 personnes. Donc, voilà, je me fais pas aujourd'hui, je me fais pas je considère pas qu'on est parfait sur ce sujet-là. Ceci étant dit, en effet, depuis le début de Tekin, on a fait pas mal en effet de formation sur la CNV, communication non violente, dans le but en effet d'avoir tout ce socle de communication qu'on utilise quand il y a des situations de tension entre deux personnes, des situations d'incompréhension entre deux personnes. Voilà, donc ça s'est fait soit à travers des formations. On se pose tous les 3 mois, l'ensemble de l'équipe, une demi-journée pour faire ce qu'on appelle un abaye break. Abaye, c'est le nom de la personne dont je parlais en début, Georges Van Leeuwen. Et durant cet après-midi, en effet, on prend un petit peu de recul sur nos modes d'organisation, la façon dont on s'organise, les process qu'on a, les modes d'organisation, les modes de communication. Et en ça, on a une structure qui est évolutive, c'est-à-dire que rien n'est figé. Voilà, on n'a pas une charte qui est gravée dans le marbre et qui est affichée à l'entrée de Tekin. On a plutôt un Notion qui s'actualise régulièrement. Et voilà, donc en ça, on est plutôt en tant qu'entreprise un organisme vivant qu'une structure figée et standard. Et comment vous discutez ensemble, c'est-à-dire vous êtes 60, chacun a la possibilité de prendre une décision. Si, entre guillemets, il communique avec les personnes qui vont être impactées et il demande l'avis à des experts, comment ça s'organise? Et si c'est dans son périmètre de responsabilité. Et si c'est d'accord, ouais, ok. Donc ça veut dire que dans le recrutement, il y a quand même des décisions, des périmètres qui sont validés en amont. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et comment les gens communiquent entre eux? Est-ce que c'est des réunions? Est-ce que, enfin, vous parlez de Notion, voilà, comment ça se structure? Alors, il y a un boulot assez important, et ça qui nous est reconnu, parce qu'on fait des rapports d'étonnement. Chaque nouvelle personne qui arrive chez Tekin, au bout de 3 semaines, 1 mois, fait son rapport d'étonnement en disant, voilà, qu'est-ce qui m'a choqué, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et dans les retours qu'on a, c'est qu'on met pas mal d'efforts, en effet, sur l'onboarding des salariés, sur le fait que les salariés rencontrent un maximum de personnes, ils passent en production, parce qu'on a une partie de production chez nous. Voilà, donc ils se retrouvent en situation de production avec les opérateurs. Et donc chaque personne est accompagnée de ce qu'on appelle un Sherpa, qui est un équivalent de parrain, qui passe justement à travers ce Notion et qui passe à travers l'ensemble des valeurs, des modes d'organisation, etc. Pour déjà bien s'ancrer dans la culture de la boîte. Donc ça, les gens partent sur le bon pied là-dessus. Et donc voilà, on a ces types de process, donc un onboarding assez poussé et assez profond sur nos modes d'organisation, des meetings tous les 3 mois avec l'ensemble de l'équipe pour se reposer la question sur nos modes d'organisation, un certain nombre
on va dire, de rituels ou de rendez-vous qu'on a tout au long de l'année. Et puis, quelques en effet, points assez forts qui vont être, par exemple, en effet, l'advice process, l'apprentissage itératif et le droit à l'erreur. Voilà, ça va être les piliers qui vont vraiment faire le quotidien. Par exemple, on a une chaîne Slack qui s'appelle Youpi Hoopla, sur laquelle on célèbre à la fois la célébration, enfin les trucs qui ont bien été, mais aussi les trucs qui ont foiré. Et c'est volontaire, c'est de se dire, c'est pas qu'on recherche l'échec, mais on reconnaît que l'échec est une étape parfois nécessaire au succès, et donc on essaye de reconnaître ça. C'est pas facile, c'est pas inné, c'est pas naturel, et donc tout ça s'apprend, et voire même ça s'entretient, parce que chasser le naturel, il revient au galop. D'accord. Cathy, par rapport à ce que a dit Donatien, est-ce que vous vous y retrouvez aussi en interne? Est-ce qu'il y a eu de la formation chez vous? Est-ce qu'il y a un travail autour des process? Enfin, tout ce qui, toi, tu le revois en tant que salarié? Ouais, alors je dirais que on n'a pas eu de formation sur la communication non violente. C'est un aspect qu'on a abordé l'an dernier pendant du coup le travail qu'on a fait sur la redéfinition du rôle du dirigeant, qu'on avait fait d'ailleurs avec un cabinet de conseil spécialisé dans les organisations. Donc on n'a pas fait de formation comme ça. Je dirais que c'est plus au niveau du recrutement où on fait attention, on veille à ce que la personne, on se dit la personne va correspondre un peu à ces principes-là et que ça se fera assez naturellement. Mais c'est vrai que, en fait, nous, au niveau de la communication, on a pas mal de réunions différentes qui sont dédiées à des sujets assez différents et donc pendant lesquels on peut aborder des points négatifs ou des points, faire des feedbacks et, euh, et aussi du coup des points aussi sur les process. Il y a des moments, là en ce moment, on est pas mal sur les process de nos deux activités où on revoit ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Et là, c'est d'autant plus intéressant qu'on a une nouvelle salariée donc, qui aura un œil neuf sur ce qu'on fait. Et pareil, qui fera un rapport d'étonnement à la fin de son premier mois parmi nous. Et ouais, c'est vrai qu'au niveau de la communication non violente, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a formalisé. On essaye de le mettre en pratique. On n'est pas encore arrivé dans une situation où on se disait, là, il faut qu'on bosse dessus. Parce que j'ai l'impression que ça se fait, mais il y a des espaces pour faire des feedbacks. Et voilà. D'accord. Ouais, c'est vraiment ce que je disais au début. Enfin, en tout cas, nous, notre expérience, c'est que les choses arrivent naturellement et qu'on Ouais. peut vraiment, on met en place les choses au fur et à mesure où il y a un besoin qui s'exprime, ou alors il y a une volonté forte de dire ça, ce sera un truc incontournable. Mais pour être transparent, c'est vrai que paradoxalement, on met moins d'efforts sur la CNV depuis qu'on est 60 que lorsqu'on était une vingtaine de personnes. Alors peut-être que du coup, on a plus d'effets collatéraux. Mais on en ressent aussi un petit peu moins le besoin. Donc voilà, l'ensemble de ces outils qui sont présentés dans ces théories sont pour moi autant de tiroirs qu'on vient ouvrir, sur lesquels on vient servir par rapport aux besoins qu'on a sur le moment. D'accord. Intéressant. Il y a un autre point, qui est le troisième point, qui est la raison d'être évolutive, qui est traité aussi. C'est-à-dire, pour le décrire un peu, c'est l'organisation qui décide en fait où est-ce qu'elle veut aller et comment elle évolue, parce que c'est une organisation vivante et que chaque membre l'a fait évoluer par son sens, ce qui va un petit peu dans le sens contradictoire du plan stratégique on va dire développé par l'actionnariat et le comité de direction. Donatien, je ne sais pas si tu as des actionnaires ou des fonds au sein de ta structure, tu vas en discuter, mais comment on arrive, entre guillemets, à faire fonctionner ces deux paradoxes où on a des actionnaires qui attendent des choses, et je suis bien placé pour le savoir, et à côté, avoir une organisation qui est censée vivre
aussi évoluer avec l'envie de chacun de ses membres. Oui, alors pour moi, c'est absolument pas contradictoire et en effet, on a des actionnaires. Pardon, tu voulais finir ta phrase? Non, c'est bon. C'est absolument pas contradictoire et au contraire, ça avance ensemble et il faut simplement qu'il y ait de la cohérence entre en effet ce qu'attendent les fonds et ce qu'attendent les salariés. Mais à partir du moment où la raison d'être est claire, pour moi, il y a pas de sujet. On arrive à aligner les deux. Dans notre cas spécifique, c'est comment, par le levier économique, ça veut dire qu'on doit faire de l'argent, on doit faire gagner de l'argent, on doit faire de l'argent chez Tekin, très clairement, on arrive à avoir un impact social et environnemental qui soit majeur. Et c'est ça qui motive à la fois les actionnaires et à la fois les salariés de Tekin. Donc ça, c'est vraiment, en effet, notre raison d'être, ça va être ce que je viens de décrire dans le cadre de l'industrie textile, qui est une industrie sur laquelle on rapatrie massivement des volumes et qui a du chemin à faire sur son impact environnemental. Et si ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a tout à faire. Voilà. Après, en effet, c'est en effet peut-être une grosse partie de notre rôle en tant que cofondateur, c'est de bien aligner ces deux intérêts qui vont être ceux des fonds, d'investir dans des projets qui soient rentables, mais aussi de plus en plus des projets qui aient de l'impact social et environnemental, et de l'autre côté des salariés qui ont besoin d'un salaire et ils sont bien au courant qu'ils sont sur un marché et qu'il y a d'autres opportunités ailleurs, donc voilà, qui vont pas venir pour rien du tout, donc ils sont bien conscients de cette notion financière, mais qui pour 90% des gens chez Tekin sont incroyablement motivés par cette notion d'impact. Et cette notion de se dire, je me lève tous les matins et je sais pourquoi je le fais. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. À partir du moment où ça c'est clair, en effet, il y a beaucoup de choses qui déroulent naturellement parce que la vision de la boîte est claire et on sait qu'on travaille pour avoir un impact. Voilà, pour moi, les deux sont complètement cohérents et alignables. En tout cas, c'est ce qu'on vit au quotidien, nous. Et c'est assez, il y a beaucoup de cohérence dans tout ça. Est-ce que tu as été surpris, en fait, par, on va dire, la prise de décision de certains des membres ou des membres de l'organisation qui n'allaient pas dans le sens auquel tu avais imaginé sur ton plan stratégique au départ? Surpris, non. Alors, de toute façon, il y a cette logique de advice process, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va prendre une décision tout seul dans son coin. Clairement, si quelqu'un prend une décision tout seul dans son coin qui implique fortement l'entreprise, qui n'a pas respecté le advice process, on n'a jamais eu le cas, mais c'est un motif de grand désaccord parce que c'est un peu la pierre angulaire. Donc non, la discussion se fait avant et la réflexion se fait avant. Après, pour être clair, on définit aussi les périmètres de responsabilité. Donc si moi, en effet, donc je reprends l'exemple de la personne qui est agent de nettoyage et qui va vouloir faire un investissement de 50 000 euros, on va pas lui interdire un investissement de 50 000 euros, mais si elle le fait, elle va bien ressentir la pression de l'ensemble de la boîte en se disant, tu as investi 50 000 euros, est-ce que tu es vraiment sûr de toi et il y a intérêt à ce que ça fonctionne. Et en général, ces modes de fonctionnement sont autoréalisateurs parce que on vient avec un projet, on vient avec une idée, on la pousse et donc pour que ça passe, même si tout le monde est contre, logiquement, j'ai la possibilité d'y aller, mais si tout le monde est contre, ça veut dire que j'ai quand même beaucoup de pression. Donc, je crois vraiment très, très fort dans mon truc. Je vais faire en sorte qu'il réussisse. Donc, c'est un schéma, finalement, ça met en place des schémas un peu autorisateurs. Nous, on n'a jamais eu de situation comme ça où il y avait une personne qui disait contre vents et marées et contre toutes les personnes de la boîte, je m'en fous, j'y vais, je vais le faire. On n'a pas eu ce genre de situation-là. Voilà. Mais ça, je le comprends bien. Enfin, le modèle et veut que ça soit entre guillemets une prise de conscience d'expert, enfin de pair. Le point, c'est de se dire, moi, j'ai un plan stratégique à 5 ans où je veux aller là-dessus avec tel produit, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que dans l'exécution, on n'est pas allé par là-bas, on est allé de l'autre côté avec d'autres produits parce qu'en fait, notre organisation est vivante et chaque membre, en fait, peut la faire évoluer. Est-ce que ça, tu l'as senti? Ça, c'est notre quotidien, on le sent tous les jours. Et pour moi, c'est aussi le rôle d'un fondateur, c'est en effet d'avoir sa vision, mais surtout de s'assurer que cette vision elle est cohérente avec ce que chacun vit au quotidien, du marché, des retours des clients, etc. Donc oui, des adaptations, des accélérations, etc. On en a tous les jours. On en a tous les jours et tous les jours on ajuste en fonction du marché.
D'accord. Cathy, de ton côté, cette partie-là, on va dire de raison d'être évolutive, où en fait, on a le dirigeant, enfin, ne dirige plus, enfin, la partie codir et autres. Est-ce que ça, pareil, tu le ressens, toi, même peut-être que toi, tu as peut-être créé en interne des choses que Max n'avait pas, entre guillemets, imaginé, ou même tes collègues, qui ont fait en sorte que son organisation a évolué dans un sens auquel il n'avait pas imaginé. Sur le côté nouvelles activités et tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je dirais que nous, comme on a il y a une partie où on a pas mal la tête dans le guidon, dans l'opérationnel. Donc, il y a des moments où on est moins à même de penser à de nouvelles idées. Donc, c'est pas mal Max qui, en tout cas, à un moment, était initier toutes ces nouvelles, des nouvelles idées. Pas mal d'idées et c'est vrai que nous, après, du coup, on était là soit pour lui dire on se lance, on est chaud, soit pour dire bah là en vrai c'est peut-être pas idéal ou c'est peut-être pas faisable et tout ça. Donc il y a un peu ce côté-là, mais on participe aussi au développement. C'est vrai que il y a eu un enjeu là dernièrement sur le fait sur l'évolution qu'on avait professionnellement et on s'est dit en fait il faut qu'il y ait une nouvelle activité qui nous donne un horizon en fait pour rester et disons pour sentir qu'on évolue, qu'on apprend autre chose, sinon on pourrait tourner en rond à un moment donné et donc Enfin, on a proposé quelque chose à Max qui l'a accepté. Il était d'accord. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'était assez naturel et assez logique, ce qu'on lui a proposé. Mais lui, après, je ne sais pas si c'est ce qu'il avait imaginé ou quoi que ce soit. Mais euh, de ce côté-là, c'est vrai que nous aussi, on a une influence sur l'évolution de la boîte. Et en fait, c'est assez normal et logique parce que si on sent que ça va pas dans notre sens, juste on serait plus là, quoi. D'accord. Il nous reste un petit quart d'heure et moi, je voudrais traiter 2 points, c'est les salaires, parce que c'est quelque chose d'assez important. Dans certaines entreprises libérées, les salariés connaissent les salaires de chacun et peuvent décider à leur propre décision de s'augmenter, des fois sans aval des autres. Comment ça fonctionne, cette partie salaire, dans vos entreprises respectives, Donatien Cathy, tu veux commencer? Cathy, Nous, en sujet fait, délicat. ouais, non, en fait, nous, à l'entrée, il y a un salaire qui est fixé. Mais ça a été un gros sujet pour nous l'an dernier parce que on s'est rendu compte, en fait, à un moment, il y avait beaucoup de boulot. Il y avait une grosse période de tension. Et on s'est rendu compte que, en fait, on s'est dit, on n'est pas payé en fait à la hauteur, pour résumer, à la hauteur de ce qu'on fait. Ce qu'on fait demande il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de boulot. Être dans le cadre de l'entreprise libérée, en fait, oui, ça demande d'être responsable assez vite. Nous, dans l'équipe, c'est tous nos premiers boulots, donc ça force à prendre en maturité assez vite. Et on s'est dit, en fait, là, là, on considère qu'on a besoin de plus. Et donc, on a eu cette réflexion-là entre nous. Et on a fait le compte rendu à Max. Et Max était OK, était d'accord. Et donc, vu que c'était un peu en milieu d'année, on n'a pas pu décider d'une augmentation en milieu d'année. Enfin, c'était un sujet qui allait revenir pour l'année d'après. Donc, on a convenu un peu d'une prime, quoi. Et en fin d'année, là, on a vraiment posé les bases de ce que ça voulait dire pour nous, parce que ce n'était pas une réflexion qui avait été faite avant. Et là, on a vraiment posé les bases de qu'est-ce que ça représente un salaire pour nous, qu'est-ce que ça veut dire,
qu'est-ce que ça rémunère. Donc, à partir de là, on a pu fixer un peu déjà un nouveau salaire à l'entrée et aussi des principes au niveau de l'augmentation. Donc, pourquoi est-ce qu'une personne va être augmentée de temps ou de temps? On a un peu défini quelques critères et ce que ça voulait dire d'être augmenté et tout ça. Donc, il n'y a personne qui, un jour, se lève et se dit en fait, j'ai envie d'être payé 10K de plus l'an prochain. C'est assez cohérent, et aussi par rapport à l'implication de tous, de ce qu'on a fait. On essaye de voir ce qu'on fait en plus, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qu'on a faites un peu en plus durant l'année et après, à la fin de l'année, de faire un bilan un peu de ce qu'on a fait et de le mettre en lien avec la rémunération qu'on a. Et quand vous avez discuté des salaires, vous aviez conscience aussi des coûts de l'entreprise, de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, etc. Oui, en fait, les budgets, on les fait ensemble, on les voit ensemble, tous les non. Si trimestriellement, on a un point sur les budgets, sur l'avancement de ce qu'on avait estimé ou des choses comme ça, donc on est impliqué dedans. Il y a les mêmes principes que Donatien avait énoncés sur la transparence des budgets, des salaires, tout ça. D'accord. Donatien, comment on gère la transparence des salaires et la décision des salaires dans une entreprise de 60 salariés? Sujet actuel. Pour faire l'historique, donc nous, on a en effet transparence des salaires depuis le départ, transparence des comptes aussi depuis le départ, c'est-à-dire que les gens voient bien combien ils coûtent, combien ils rapportent. Et dans un contexte de start-up où on lève des fonds, ce qui est aussi plus difficile à comprendre. En tout cas, ça demande pas mal de travail de pédagogie et donc toujours pareil, une fois de plus, ça demande de la formation, ça demande du travail d'explication qu'on n'a pas toujours. En effet, les salaires de tout le monde sont accessibles sur un fichier unique. La méthode, c'est un comité de salaire une fois par an. Ce comité est constitué de différentes personnes de la boîte qui représentent la boîte sur les bases de volontariat. Et chaque personne fait une demande sur son salaire fixe à venir et sur une partie variable sur l'année précédente. Donc ça, c'est la façon dont on est organisé. Récemment, et dans des périodes en effet où c'était chargé, on a pris la décision de passer en top-down, c'est-à-dire en décision unilatérale sur certaines personnes, notamment liées à des changements de poste, parce qu'on n'avait pas le temps de réorganiser un comité, etc. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et donc c'est pareil, c'est un process qui est évolutif et qu'on fait évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la boîte. Les outputs de ça, donc qu'est-ce qu'on en retire, c'est d'une part le fait qu'il n'y ait pas de tabou à ce sujet-là, qui pour moi est assez important. Après, dans les enseignements, c'est qu'en général, on est à peu près au niveau de salaire de marché, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Troisième point, c'est que en revanche, les écarts de salaire, c'est-à-dire que les salaires d'entrée vont être en général plus hauts et les salaires, on va dire, de seniors vont être en général plus bas. Ce qui peut poser des vraies questions aussi. Et c'est vrai que parfois, on a aussi, Cathy, tu le disais, des jeunes dont les progressions de salaire vont être parfois plus fortes dans notre carrière, mais ça peut être choquant aussi, des jeunes avec beaucoup d'assurance qui disent « mais moi, je veux autant ». Oui, et en même temps, c'est un apprentissage. Donc voilà, au moins, on pose ces sujets-là et puis on en discute. Et après, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc la personne fait une proposition sur son salaire, c'est revu dans le comité. Dans le comité, ça permet aussi à chacun des personnes du comité de mettre ça en relief de la situation financière de l'entreprise, les différents salaires des différentes personnes et les demandes de chacun. Et puis ensuite, si on tombe pas d'accord, il y a 2-3 sessions de discussion. Et puis si vraiment on tombe pas du tout d'accord, dans ce cas-là, c'est une décision plutôt unilatérale de Pierre et moi, mais on a rarement dû aller jusque-là sur cette partie. C'est pas un vote démocratique quand même. Non, c'est pas un vote démocratique. Surtout, il y a beaucoup de discussions. En réalité, ce qui se passe, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas tant le chiffre final du salaire, mais c'est pourquoi la personne considère qu'elle vaut plus ou qu'elle vaut moins. Et pourquoi, d'ailleurs, c'est aussi arrivé, des personnes qui ont dit non, mais attends, là, toi, tu ne demandes rien, mais c'est pas possible. Je veux dire, tu t'apportes beaucoup plus que ça, et globalement, dans l'entreprise, par rapport à ton niveau de responsabilité et les projets que tu portes, tu vaux pas ça, tu vaux plus. Ça arrive aussi dans ce sens-là. Voilà. Mais en transparence, sur les 2 dernières années, c'est arrivé, on a plutôt eu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a eu plus de demandes.
on a eu des demandes qui étaient plus importantes que le budget annoncé précédemment, ce qui n'est pas le cas de ce que raconte Lalou dans son bouquin, et ce qui n'est pas le cas de ce qu'on peut parfois nous vendre en effet sur ce mode d'organisation. Voilà. Après, c'est toujours dans un contexte de start-up où on évolue beaucoup et où, en effet, au départ, on n'a pas beaucoup d'argent et donc les personnes rentrent sur des salaires parfois inférieurs. Donc il y a des logiques de rattrapage. Voilà, mais au global, à 60 personnes, en effet, ça commence à devenir de plus en plus prenant en temps. Moi, je considère qu'il y a beaucoup de valeur dedans parce que ça permet d'éviter des personnes qui se retrouvent frustrées ou qui restent longtemps. Ça permet d'éviter aussi les négociations one-to-one qui sont parfois qui peuvent amener à des luttes de pouvoir ou ce genre de choses-là. Donc, je dirais au global, le bilan est plutôt positif, mais il faut s'adapter constamment à la taille de l'entreprise, à la vitesse de l'entreprise. Et donc ça, c'est un apprentissage constant. On n'est jamais arrivé, quoi. C'est évolutif aussi. Très bien. Alors, vous deux, vous avez évolué dans une organisation qui a mis en place, on va dire, l'investing organization, ou enfin, l'entreprise libérée, dès sa création. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de transformation. Si aujourd'hui, on a des managers, des entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent mettre en place ce genre d'organisation, quels conseils vous pourriez leur donner? Par où commencer? Parce que, on va dire, rendre les salaires visibles à tout le monde, j'imagine que c'est pas la première étape à mettre en place. Comment vous voyez les choses? Enfin, quels conseils vous pourriez donner voilà, pour que ça fonctionne bien? Parce que j'imagine que ça va peut-être créer des départs, ça va pas plaire à tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il y a un petit peu de prise de recul. Donatien. Moi, je dirais comme Jean-François Zobris, démerdez-vous. au sens de derrière tout ça, c'est quand même beaucoup de bon sens et beaucoup d'adaptation. Après, non, il y a deux conseils principaux. Je pense que c'est beaucoup plus simple à faire quand on est à la tête plutôt que quand on est un manager intermédiaire, parce que tous ces process-là reposent énormément sur la confiance et c'est énormément de confiance avant tout. Donc, c'est un style de management qui est basé sur la confiance et le fait que voilà, on considère qu'on met relativement peu de règles contraignantes parce qu'on préfère qu'il y ait 1% des gens, on espère qu'il y en ait 0%, mais on préfère qu'il y ait 1% des gens qui tirent et qui exagèrent là-dessus, mais que ça ne pénalise pas les 99%. Voilà, donc c'est plus simple à faire quand on est fondateur que je pense quand on est manager intermédiaire. Et après, moi, j'aurais vraiment tendance à dire faut y aller étape par étape, une brique, puis une autre, et puis on vient ajouter des choses comme ça. Et donc nous, sur notre Notion, on a une colonne des choses qu'on a abandonnées, en disant tiens, ça on a essayé, ça n'a pas pris. Tu parlais tout à l'heure de carton rouge, jaune, etc. On avait un système de carton rouge, jaune, etc. Sur des logiques de communication ou des situations qui n'étaient pas acceptables, c'est parti à la poubelle. Parce que le truc n'a pas vécu. Quand on s'est dit, tiens, on va faire ça, et puis ça n'a pas vécu. On avait une logique c'était dit, on va faire une boîte à nœuds quand il y a une situation qui est trop tendue dans une réunion. Ça n'a pas fonctionné, c'est parti à la poubelle. Et à l'inverse, aujourd'hui, on a un comité de qualité de vie et d'éthique dans lequel on vient aborder des sujets qui peuvent être parfois touchy. Et là, qui commence, ça a été implanté depuis 4 mois, et ça vit. Voilà. Donc moi, j'essaie vraiment d'y aller. C'est pas du jour au lendemain, on change toute l'organisation, on fait ça. Ça, j'y crois relativement peu. C'est plutôt évolutif, progressif, de se dire, tiens, on va changer ça, ça, ça et ça. On va faire une tentative sur 3 sujets, et puis on a sur les 3, il y en a 2 ou 1 qui vont rester. Puis on fait des cycles comme ça. Voilà, ce serait ça mes conseils. D'accord. Très humblement. Oui, mais ça veut quand même donner un sens. On donne quand même une direction. C'est-à-dire, on va, entre guillemets, libérer un peu plus les initiatives personnelles de chacun dans l'organisation. Enfin, il faut quand même donner un cadre au départ. Le cadre, il est hyper clair, en effet. Il faut que ce soit très, très clair. Cathy, de ton côté, est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Donatien. Vraiment y aller petit à petit et ne pas avoir peur d'abandonner certaines idées. Et je rajouterais le fait de vraiment se poser la question du pourquoi. Pourquoi on fait ça, d'être sincère avec ça et de vraiment d'avoir cette discussion avec tous les membres de l'équipe. Pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? Quel intérêt pour les personnes? Et là, vraiment, je trouve que c'est vraiment la base, en fait, qui va permettre d'aligner les choix de chacun et d'aller dans la même direction.
Super. On pourrait parler de ce sujet des heures, mais nous avons qu'une heure malheureusement. Je pense que je traiterai encore ce sujet avec d'autres angles. Je vous conseille en tout cas d'aller lire le bouquin de Frédéric Laloux qui a abordé ce sujet qui est très intéressant. Et si vous n'avez pas le temps d'écouter ces différentes conférences que vous pouvez trouver sur YouTube, et j'imagine qu'il doit intervenir aussi dans des podcasts. Merci Donatien, merci Cathy pour le temps que vous m'avez accordé, c'était super. N'hésitez pas, amis auditeurs, à nous poser des questions si vous en avez et je les ferai passer. Merci à tous les deux en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis donc à vous tous dans le meeting. Eh bien, à bientôt dans le Meeting Club dans un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.